Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui touche des millions de personnes, mais bien souvent en silence. Un sujet qui peut sembler gênant, alors qu'il ne devrait pas l'être, l'incontinence urinaire. Allez, on va démystifier tout ça ensemble. Pour commencer, regardons ce chiffre. Il est assez parlant. Rien qu'en France, on estime qu'au moins 2,5 millions de personnes sont concernées. Et entre nous, il est très probable que la réalité soit bien au-delà, parce que beaucoup de gens n'osent tout simplement pas en parler. Oui, et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Ce n'est pas juste un problème physique, loin de là. Comme le dit cette citation, l'impact sur la qualité de vie, sur le moral, sur le quotidien, il est immense. Alors, comment on va s'y prendre? D'abord, on va voir à quel point ce problème est en fait très répandu. Ensuite, on va plonger dans la mécanique assez fascinante de la continence pour bien comprendre comment ça devrait marcher. Puis, on verra ce qui se passe quand ça déraille, les différents types de fuites qui existent, et surtout, on terminera en voyant pourquoi comprendre tout ça, c'est déjà la première étape pour agir. Ok, alors, au-delà des chiffres, qui sont vraiment les personnes les plus touchées par cette condition, si commune, mais dont on parle si peu? Eh bien, les tendances sont assez claires. L'âge est un facteur, c'est certain. Et on voit aussi que les femmes sont statistiquement plus concernées. Mais le message clé à retenir ici, c'est que quand on est touché, on est vraiment, vraiment loin d'être seul. Bon, pour comprendre ce qui peut mal fonctionner, il faut d'abord admirer ce qui normalement fonctionne à merveille. Le corps humain a un système de continence qui est incroyablement bien conçu. Allons voir ensemble cette mécanique de précision. Il faut s'imaginer une sorte de plomberie ultra sophistiquée. On a les reins qui produisent le liquide, la vessie qui sert de réservoir, et puis tout un réseau de muscles et de nerfs qui s'assure que tout s'écoule, mais uniquement au bon moment et au bon endroit. En fait, c'est un cycle super simple en 4 étapes. L'urine est produite, puis elle est stockée, ensuite un signal est envoyé au cerveau pour dire « attention, c'est bientôt plein », et enfin il y a la libération, mais une libération contrôlée. Et au sommet de toute cette organisation, il y a le cerveau. C'est lui le grand chef d'orchestre. Il reçoit le signal de la vessie pleine, mais c'est lui, et lui seul, qui décide si c'est le bon moment pour y aller en fonction de la situation. C'est lui qui donne le feu vert. Bon, ça, c'est quand tout fonctionne comme sur des roulettes. Mais alors, que se passe-t-il quand la machine se grippe? En général, on peut classer les problèmes en 2 grandes familles. On pourrait dire qu'il y a soit un souci de soutien, soit un souci de commande. Le premier type de problème, il est structurel. Imaginez une sorte de hamac fait de muscles et de tissus qu'on appelle le plancher pelvien. Ce hamac soutient la vessie. Si ce hamac se détend ou s'affaiblit avec le temps, eh bien le soutien n'est plus aussi efficace. La deuxième grande cause, elle, est fonctionnelle. Là, ce sont les muscles, ils n'en font qu'à leur tête. Soit le muscle de la vessie se contracte de manière un peu anarchique, sans autorisation, soit les sphincters, ces petits muscles qui agissent comme des robinets, ne se ferment plus assez fort pour tout retenir. Et ces différentes causes, eh bien, elles ne provoquent pas toutes exactement les mêmes types de fuites. Regardons ensemble les plus courantes. On distingue principalement 2 grands types. D'un côté, l'incontinence d'effort. On tousse, on rit, on éternue, et hop, la pression sur la vessie est trop forte pour le système de soutien. C'est un problème mécanique. De l'autre côté, il y a l'incontinence par impériosité. Là, c'est une urgence soudaine, incontrôlable. C'est un problème de communication où la vessie décide de se vider sans l'accord du cerveau. Et ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas toujours soit l'un, soit l'autre. Dans près de 40% des cas, les gens souffrent en fait d'une combinaison des deux, ce qu'on appelle l'incontinence mixte. Au-delà de ces types principaux, il en existe d'autres. Par exemple, l'incontinence par regorgement, qui est fréquente chez les hommes avec des problèmes de prostate. Ou encore l'incontinence fonctionnelle, qui est plutôt liée à d'autres soucis de santé, qui empêchent d'arriver aux toilettes à temps. Alors, maintenant qu'on a exploré la mécanique, les dysfonctionnements et les différents types de fuites, quel est le message le plus important à retenir de tout ça? Le point crucial, vraiment, c'est celui-ci. L'incontinence, c'est un symptôme. Ce n'est pas une maladie en soi et surtout, ce n'est pas une fatalité. C'est le signal qu'il y a un problème sous-jacent et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces problèmes peuvent être gérés ou traités. Du coup, tout l'enjeu, c'est de comprendre le pourquoi de la fuite. Est-ce que ça vient du hamac de soutien, des muscles robinets ou du système de communication? C'est en identifiant la source du problème qu'on peut commencer à chercher la bonne solution. Ce qui nous amène à cette toute dernière question. Puisque des solutions existent et que des millions de personnes sont concernées, le plus grand obstacle n'est peut-être pas médical en fait. Et si le tout premier pas vers une meilleure qualité de vie, c'était tout simplement d'oser en parler?